Déjà nous fait. Allez, il y avait deux gosses, ramasser la piste. On prend un morceau là, c'est bon. Où sont les petits jeunes? Bon, allez, go. Hop. Alors les petits jeunes vont nous plier ça. Le pliage, ils ont voilà, et on se met sur le côté pour que vous nous voyez. Allez, on peut applaudir, hein? On peut applaudir, oui, on peut applaudir. Hein. Jean. Très bien. Allez. Bien, on peut suivre Nathalie. Et on va aller doucement parce qu'il faut qu'on y... Civils et militaires déposeront des gerbes et les enfants déposeront des bouquets. Suivront la sonnerie aux morts, une minute de silence, le refrain de la Marseillaise. Les prestations musicales de l'ensemble de la cérémonie seront assurées par l'harmonie Taruta. Excusez-moi. Pour le bon déroulement de la cérémonie et du défilé, il vous est demandé de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Je vous remercie de votre attention. Ensemble. Garde à vous. Présentez. Hop. Reposez. Hop. Repos. Garde à vous. Présentez. Hop. Au drapeau.
Reposez. Hop. Repos. Garde à vous. Présentez. Hop.
Garde à vous. Drapeau sans sa garde. Récipiendaires, sortez des rangs. Ouvrez le banc. Capitaine Jean-François Hureau, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Entré en service en juin 1999, le capitaine Jean-François Hureau, affecté à l'escadron de chasse de Troyes Champagne en tant que navigateur. Il totalise 4000 heures de vol, dont 3500 heures sur Mirage 2000. Fermez le banc. Décorez, rejoignez votre emplacement. Drapeau rejoint sa garde. Repos. Nous allons procéder à l'inauguration de la stèle, offerte par le souvenir français. Garde à vous. Nous aurons un discours du général Sabatier d'Agès, qui représente le département du souvenir français. Le discours sera suivi par monsieur le maire Jean-François Bocquer. Et donc il y aura également un discours de monsieur le préfet.
Monsieur le préfet, monsieur le maire, mon colonel commandant de la base 118 et délégué militaire départemental, mesdames et messieurs de la famille des héros de ce jour, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. Le Souvenir français, créé en 1872 en Alsace devenue allemande après le désastre de 1870, est né administrativement en France en 1887 et a été reconnu d'utilité publique en février 1906. Sa mission est depuis lors de conserver la mémoire des morts pour la France et de ceux qui l'ont honoré par de belles actions. Elle se concrétise par une vigilance sur les tombes et les monuments et par une volonté de transmettre le flambeau aux générations successives. Cette courte synthèse paraît utile pour comprendre que le président de notre comité local, un des 16 de la délégation générale des Landes, dès qu'il a connu le magnifique projet d'hommage aux frères Navarre, pilotes héros de la Grande Guerre, dans le cadre des cérémonies du centenaire, se soit rapproché du maître d'ouvrage pour apporter notre contribution. Cette scène, dont le principe a été agréé par la municipalité, synthétise le cœur de notre mission. Un hommage pérenne dans la pierre, un rappel pour les passants et une invitation aux enseignants à utiliser ce support pédagogique pour étayer concrètement l'approche des programmes scolaires. Nos 640 adhérents landais et le fruit de notre quête annuelle du 1er novembre ont permis cette action concrète qui, en ce jour, nous procure l'honneur de participer à ce beau geste mémoriel. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le sous-préfet, la sous-préfète, Madame la sénatrice, mesdames et messieurs, Pierre avait 21 ans. Jean était à l'aube de ses 24 ans. 2 ailes brisées, 2 existences achevées alors qu'elle venait à peine de débuter. Maurice Genevoix, qui sera prochainement enterré au Panthéon, le disait dans Ceux de 14, le livre qui retraçait son expérience en tant que combattant. Pitié pour nous, forces de guerre, qui n'avons pas voulu cela, qui étions des hommes et qui désespérions de pouvoir le rester. Cette guerre de 14 fut plus qu'une guerre. Elle fut la matrice de tous les conflits qui devaient venir. Ce fut aussi une boucherie épouvantable où beaucoup s'illustrèrent, dépassés par un sort qui les avait broyés. 1 400 000 jeunes Français, un quart de la génération des 18-27 ans. Et puis, tous ces ficheurs
tous ces corps meurtris, brisés, amputés, défigurés. Et à cet instant, je veux évoquer les gueules cassées, dont un film remarquable a rappelé le destin, et qui est passé cette semaine, et qui avait été réalisé par François Dubeyron, un enfant de Tartaras, auquel je voudrais avoir une pensée particulière en cet instant. Les jumeaux Navarre furent des héros, ils furent aussi des victimes. L'histoire a tranché. D'autres, plus compétents que moi, auront l'occasion de retracer leur parcours. Mais aujourd'hui, alors que le jugement de l'histoire est passé, débute le temps de la mémoire. Parce que à l'injustice du sort qui leur a été réservé, il ne faut pas rajouter l'ingratitude de l'oubli. Et je voudrais ici me féliciter de cette initiative, de justement rappeler quel fut leur rôle pendant cette guerre. C'est aussi pour moi l'occasion de rendre l'hommage de la communauté de la commune de Tartaras à l'ensemble de la famille Navarre qui, depuis plusieurs centaines d'années, participe de la vie locale. Je voudrais ici qu'on ne se méprenne pas sur ce que doit être le sens de cette cérémonie, de rappeler ce qu'a été le message des jumeaux Navarre. Il est juste, il est nécessaire de n'oublier jamais le sens du devoir et d'être prêt à un engagement. Je voudrais le dire aujourd'hui en présence de tous ces militaires que nous voyons d'ici. Je rappelle que même si nous ne sommes plus en guerre depuis 1963, notre pays est engagé sur divers terrains d'opération dans le monde et c'est son honneur. Depuis 1963, 686 militaires ont perdu la vie, soit en moyenne un par mois depuis 55 ans. Ce sont des statistiques que l'on méconnaît trop. Il est important pour nous tous de continuer à avoir le sens du devoir et de s'engager. Ce message, puissions-nous longtemps encore le faire vivre et à travers cet engagement, rappeler ce qu'a été l'héritage des jumeaux Navarre. Isaac Newton, il y a 300 ans, disait « Les hommes élèvent trop de murs et construisent assez peu de ponts. » Aujourd'hui, symboliquement, il était juste que nous associons le nom des jumeaux Navarre à ce pont qui a séparé depuis toujours la ville haute et la ville basse de Tartas, qui a été la source de guerres picrococolines entre les habitants de Tartas, la ville haute et la ville basse. Aujourd'hui, ils sont à jamais réunis. Et je pense que les deux jumeaux Navarre, dont on sait qu'ils avaient un caractère un peu espiègle, seraient un petit peu amusés de voir que l'on donne leur nom à ce pont sur lequel ils ont fait les 400 coups, puisqu'ils aimaient, dit-on, se promener sur le parapet et provoquant un petit peu l'effroi de leurs précepteurs.
Fernando Pessoa, un grand littérateur portugais, disait « Celui qui ne s'engage pas n'est pas vaincu, mais il est vaincu moralement parce qu'il s'est pas battu. » Alors, mon message au frère Navarre, merci de ne pas avoir déserté le combat. Monsieur le maire, madame la sénatrice, madame la vice-présidente du conseil départemental, colonel, commandant de la base de défense de Mont-de-Marsan et commandant de la base 118, messieurs les présidents d'associations patriotiques et mémorielles, mesdames et messieurs, autorités civiles et militaires, chers membres de la famille Navarre, chers enfants des établissements scolaires, collèges et lycées du territoire, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être présent aujourd'hui à vos côtés pour l'inauguration de cette stèle en hommage aux frères Jean et Pierre Navarre, célèbres aviateurs de la Première Guerre mondiale, pionniers de cette aviation française, héros emblématiques de notre pays des Landes et de la ville de Tartas, où ils sont inhumés. Dans sa préface au vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry, André Gide pose cette question simple. N'est-ce pas dans l'aviation que nous voyons se déployer le plus utilement le courage ? C'est bien en effet de courage, de passion et d'exemplarité dont je veux parler aujourd'hui. Car l'histoire des frères Navarre est bien une histoire de passion. Une passion pour l'aventure tout d'abord, car c'est ainsi qu'ont vécu les frères Navarre. Leur histoire restera à tout jamais le symbole de l'audace, du courage, marqué par des choix intrépides. Ils furent des précurseurs, des aventuriers au sens le plus noble du terme. Une passion pour une technique naissante qui allait bouleverser l'histoire des hommes et le déroulement des guerres. Leurs exploits dans les combats aériens ont fait d'eux non seulement des pionniers de l'aviation militaire française, qui à cette époque n'en était qu'à ses débuts, mais également tout simplement des héros de la Première Guerre mondiale. Ce fut également une passion pour la France. Là-haut, dans leur carlingue d'acier, au-dessus du massif ardennais ou de la vallée de la Meuse, les frères Navarre se sont joués des éléments pour vaincre. Ils ont fait au péril de leur vie, dans l'unique objectif d'apporter à notre pays le soutien stratégique sur le champ de bataille. Après cette jeunesse tumultueuse, ces deux frères nés en 1895 se découvrèrent une passion commune pour l'aviation. Mais leurs études sont interrompues par le début de la Première Guerre mondiale. Dès le début de la mobilisation, ils se portent volontaires pour incorporer l'armée et y devenir pilotes aviateurs. Leur point commun ne s'arrête pas à leur génialité. Alors que Jean, sous-lieutenant, devient très vite un aviateur renommé, surnommé la Sentinelle de Verdun, alors qu'il inaugure la méthode de combat rapproché, Pierre, lui, se fait remarquer par son courage et son entrain sur le champ de bataille. Leur destin sera scellé de la même manière. Alors que Pierre se tue au cours d'un exercice aérien au Plessis-Belleville le 15 novembre 1916, Jean,
meurt dans des circonstances similaires le 10 juillet 1919 à Villacouvreux. Les frères Navarre sont morts à 21 et 23 ans, comme ils ont vécu dans le ciel, avec cette liberté que les héros trouvent sur le champ de bataille. Rendre aujourd'hui hommage aux frères Navarre, c'est saluer la mémoire de deux grands hommes, de deux soldats du ciel, deux aviateurs d'exception. C'est accomplir un acte de mémoire qui prend une épaisseur toute particulière en cette année. Cette stèle qui vient d'être inaugurée nous permet de nous souvenir de leur histoire et de leur rendre hommage. C'est avec ce mélange d'émotion et d'admiration et de gratitude que nous le faisons aujourd'hui. Je veux également que ce jour soit l'occasion d'ériger les jumeaux Navarre en exemple pour nos concitoyens, pour notre jeune génération. Cet exemple, c'est celui du don de soi, de l'engagement qui doit être encouragé pour les nouvelles générations. Celles-ci, qui vivent fort heureusement en France, loin des affres de la guerre, sont parfois séduites par la pensée du soupçon et de l'individualisme. Pourtant, aujourd'hui, la dévotion aux autres, l'engagement pour une cause, le sens de l'intérêt général sont plus que jamais des éléments constitutifs de notre pacte républicain. Les frères Navarre en étaient d'illustres représentants et je crois que la meilleure manière de leur rendre hommage est d'encourager partout, tout le temps, ce désintéressement, cet altruisme et ce don de soi. Parce qu'ils ont su rencontrer les circonstances, comprendre quel était leur rôle dans la grande partition de l'histoire, les frères Navarre resteront à jamais de grands hommes. Et à travers cet hommage, je veux plus généralement saluer la mémoire de tous les hommes, de toutes les femmes, ces militaires, ces civils, héros connus ou méconnus, qui s'engagèrent au péril de leur vie pour notre liberté. Je veux que la reconnaissance de l'engagement des frères Navarre d'aujourd'hui soit également l'occasion de les honorer. Je remercie la ville de Tartas, vous, monsieur le maire, pour l'organisation de cette cérémonie. Je veux remercier l'association du souvenir français, mon général, qui a offert cette stèle. Et je veux vous adresser à toutes et à tous mes chaleureux remerciements pour ce travail si précieux, car vous œuvrez sans relâche pour nous rassembler autour de nos lieux de mémoire, afin que jamais nous n'oublions notre histoire, ces événements tragiques comme ces héros qui résonnent en cœur au plus profond de nous-mêmes. Vive la République, vive la France. Présentez. Hop.
Merci beaucoup, c'est essentiel. Très bien, comité de Dax, beau drapeau. Bonjour. C'est vrai qu'il y a J'ai vu, oui, justement sur le panneau. Ah, très bien, vous êtes là. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Garde à vous. Présentez. Hop. Je vous remercie d'avoir chanté dans toutes les nationales la Marseillaise, qui est le chant qui nous unit et qui doit traduire ce que sont les valeurs de la République, d'être solidaire, d'être fraternel et toujours de défendre ces valeurs de citoyenneté, de liberté qui représentent notre République. Donc merci à tous. Et merci à vos enseignantes et aux enseignants qui sont venus avec vous et qui ont donné ce cachet très particulier à cette cérémonie. Bravo à tous. D'accord. Reposez. Hop. Repos. Baïonnette au fourreau. Portez, hop. À gauche, gauche. Direction du bus, en avant, marche. Hop, on ne passe pas.
Bernard au sein de l'escadrille 67, et ensuite de l'évolution sur Mirage 2000D, qui est l'avion actuel de notre glorieuse escadrille. En ce début du XXe siècle, l'Europe est prise de tensions internationales et de rivalités, que ce soit d'un point de vue économique, politique ou colonial. On a alors différentes alliances militaires. D'un côté, la triple alliance avec l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Et de l'autre côté, la triple entente avec le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe. Le 28 juin 1914, l'assassinat de François-Ferdinand de Habsbourg et de son épouse va mettre le feu aux poudres. L'Autriche va alors lancer un ultimatum au Royaume de Serbie. Et du 28 juillet au 5 août, ce sont différentes mobilisations et déclarations de guerre qui vont s'enchaîner. Ainsi, le 4 août 1914, l'Allemagne va déclarer la guerre à la France et va s'en suivre l'ordre de mobilisation générale en France. Qu'en est-il à ce moment-là de l'aviation, qui est appelée la 5e arme? Eh bien, on compte 500 pilotes ayant des brevets militaires, la plupart sont des réservistes, 6 dirigeables, 21 escadrilles plus 3 de cavalerie, et 132 appareils de marques différentes, avec des avions très disparates. Nous avons des Blériot, des Breguet, des Déperdussin, des Farman, etc. Et pour savoir quels avions sont sur une base, eh bien, chaque escadrille va porter le début du nom des avions en nom d'escadrille. Ici, par exemple, la MS-11 est équipée de Morane-Saulnier, la VB2 de Voisin-Bombardier et la N67 de Nieuport. Au début du conflit, le général Bernard, qui est responsable de l'aviation, va fermer les écoles et reverser les hommes. Il pense que l'aviation n'est pas une arme qui apportera quelque chose à une guerre comme on pense qui va être éclair. Aussi, les quelques escadrilles restantes sont partagées entre l'artillerie et le génie qui veulent les contrôler. Quel rôle jouer pour l'aviation? Eh bien, avant guerre, des grandes manœuvres avaient permis à l'aviation de faire des reconnaissances et des observations, mais il y avait un manque de fiabilité des appareils et l'image des aviateurs était celle de sportifs et d'acrobates. Jean Navarre d'ailleurs va un peu donner aussi cette image d'acrobate. Et surtout, quels étaient les besoins de l'aviation pour une guerre éclair? Aucun, pensait-il. Aussi, dans un premier temps, l'aviation va servir pour l'observation et la reconnaissance. Elle va permettre des réglages d'artillerie et des reconnaissances de courtes et longues distances. Mais ces informations ne sont pas prises en compte si elles sont différentes de la cavalerie ou du deuxième bureau. Donc vous imaginez qu'un homme sur une colline, sur un cheval de 1m30, eh bien pour les renseignements à cette époque-là, ils avaient plus de crédibilité que des aviateurs qui étaient à 1000 mètres de haut et qui avaient une vision d'ensemble du terrain. Heureusement, l'avènement de la photographie aérienne va amener beaucoup de crédibilité aux observations de l'aviation. Ensuite vont suivre le bombardement. Donc ce bombardement va se faire aux initiatives des escadrilles. On va dans un premier temps utiliser des fléchettes, comme vous voyez sur la photo de droite. Donc elles étaient dans des caisses par 200. Et une fois que les aviateurs arrivaient sur la zone ennemie, eh bien, le navigateur qui était à l'arrière, qui était alors appelé observateur ou mitrailleur, larguait sa caisse de fléchettes sur les troupes ennemies. Donc il y avait peu d'efficacité parce qu'avec la vitesse de l'avion, le vent, les fléchettes étaient très dispersées. La véritable efficacité, c'était contre les troupes de cavalerie, la surface au sol d'un cheval étant très importante, les chevaux qui recevaient ces fléchettes désarçonnaient le cavalier qui était dessus. Des escadrilles vont créer d'elles-mêmes des marmites d'explosifs. Donc c'était vraiment la BR-17, il y a une escadrille vraiment qui a fait ça. Et ensuite on est arrivé à des obus de 90 mm sur lesquels on mettait des ailettes. Ainsi, le 14 août 1914, eh bien, un pilote et son navigateur vont bombarder les hangars de Metz, qui à l'époque étaient sous contrôle allemand et qui renfermaient des dirigeables. Lorsque les avions se croisaient, français et allemands, eh bien, parfois on se saluait comme des chevaliers, parfois on s'injuriait, parfois on se faisait des gestes assez familiers. Et il faudra attendre le 5 octobre 1914 pour que le sergent France et Queneau, que vous voyez sur la photo, eh bien, abattent un aviatique. L'observateur avait pris un fusil et avait abattu l'avion allemand.
c'est le début de la chasse. Enfin, le dernier type de mission, en novembre 1914, sont les missions spéciales. Guy Neumer en a fait quelques-unes et a décrit ces missions. C'est la dépose d'agents chez l'ennemi. Mission très périlleuse, car il fallait se poser chez l'ennemi, déposer l'espion, puis ensuite redécoller, ce qui fait que pendant environ une demi-heure, on pouvait être à la merci d'un simple fantassin allemand. L'escadrille N67 est créée le 17 septembre 1915 à Lyon-Bron dans cette volonté d'augmenter les missions de chasse. Elle est équipée d'appareils Nieuport 10 et Nieuport 12 biplaces et a comme insigne un aigle. Vous avez ici un Nieuport 10. C'est un avion qui fait 480 kg pour une vitesse maximum de 170 km/h et équipé d'une mitrailleuse de 7,7 mm qui est au-dessus du plan des ailes, car à l'époque on n'a pas encore synchronisé l'hélice et la mitrailleuse. Elle est équipée de voitures légères et de camions et de pilotes et mécaniciens. Ces pilotes sont formés dans des centres comme le Plessis-Belleville, où sur la photo en haut à gauche, vous voyez, ils apprennent à tirer. En bas, vous voyez, ils apprennent à tirer, à voler. Et malheureusement, comme Pierre Navarre, certains finissent en flammes. Les observateurs qui sont sur Nieuport 12, eux vont à Cazaux, tout proche d'ici, et faire des stages d'observateurs et mitrailleurs, donc en apprenant à tirer en bas à gauche sur des cibles fixes ou en haut à droite sur des cibles mouvantes, des ballons en fait qui sont tirés par des bateaux sur le lac. Les spécialités de mécaniciens, eh bien, ce sont les mêmes que de nos jours. Donc vous avez les gens responsables des équipements de vol, les motoristes, donc maintenant c'est des réacteurs un peu plus importants que ces hélices. Vous avez les armuriers avec des bombes à gauche et des mitrailleuses à droite. Donc de nos jours, sur nos Rafale et Mirage 2000, les armuriers n'ont pas la cigarette aux lèvres comme sur la photo de gauche quand ils arment nos avions. Vous avez ensuite des SNA, donc système de navigation. Sur la partie gauche, c'est un avion voisin bombardier. Pour ceux qui font un peu d'aéroclub parmi vous, ce sont vraiment les équipements de base, à savoir une hausse des caps, un indicateur de vitesse, et sur la partie gauche, température et pression d'huile. Vous avez sur la partie droite un Nieuport, et pour faire la différence, vous avez ici la partie arrière de Mirage 2000. Vous voyez qu'il y a eu une certaine évolution dans tout ce matériel. Le 29 octobre 1915, l'escadrille s'installe à Verdun et elle est citée une première fois à l'ordre de l'armée. En effet, durant cet hiver, par des circonstances atmosphériques défavorables, elle a pu faire de nombreuses missions de reconnaissance, de photographie, de chasse et de bombardement. Le 21 février 1916 commence la bataille de Verdun. Le lendemain, le capitaine de Saint-Sauveur, qui vient de l'escadrille N3, prend le commandement de la N67. Il est surnommé familièrement le Marquis, c'est un titre qu'il possède réellement. Et il va ajouter à l'insigne de l'aigle de la N67 les couleurs de son écurie de chevaux de course, à savoir un fanion, tango et tête de nègre que vous avez pu voir sur le fanion de l'escadrille qui était présent lors de la cérémonie. Le 24 février 1916, l'adjudant de Navarre rejoint la N67. Il quitte la MS-12 équipée de Morane-Solier pour être au cœur de l'action et il compte déjà 3 victoires aériennes homologuées. Mais qu'est-ce qu'une victoire aérienne homologuée? En France, l'homologation est soumise à des règles particulières. L'appareil doit être capturé, brisé en l'air, descendu en flammes ou s'écraser au sol. Et cette victoire doit être observée par des témoins étrangers à l'unité victorieuse, c'est-à-dire des troupes terrestres, des ballons ou des aviateurs d'autres unités. Or, à cette époque-là, les escadrilles volaient souvent avec des pilotes de la même escadrille et aucune personne, et allaient souvent loin dans le territoire allemand. De ce fait, personne ne pouvait témoigner de la victoire des aviateurs. Le 26 février, Jean Navarre abat 2 biplaces. Ce sont les premières victoires de la N67. Et pour lui, eh bien, il arrive à 5 victoires homologuées. Il devient un as. Et c'est le premier pilote à être cité au communiqué. Donc qu'est-ce qu'un as? Un as, c'est un pilote avec 5 victoires homologuées. Et à partir d'août 17, eh bien, le nombre de combats aériens augmentant, ce nombre de victoires pour devenir un as passe à 10. Donc à savoir que l'as des as alliés est René Fonck, avec 75 victoires homologuées, que vous voyez ci-contre en photo. Le 19 mai 1916, Navarre abat un aviatique,
l'équipage était capturé. Il est alors le premier pilote à avoir 10 victoires homologuées. On le surnomme la sentinelle de Verdun, comme vous l'avez entendu, puisqu'il passait au-dessus des tranchées de façon à remonter le moral des troupes. Et de nombreux témoignages de journalistes militaires d'époque font état de la satisfaction qu'avaient les troupes, les poilus, quand ils voyaient l'avion de Jean Navarre faire des voltiges au-dessus de leur tête. On l'appelait aussi l'incomparable. Incomparable, pourquoi? Parce que d'une humeur intraitable et très festif, en permission surtout avec son frère, il se bat de l'aube jusqu'au crépuscule et il ne se pose que pour faire le plein d'essence et prendre des munitions. Il a ce record, il a réussi à faire en 3 jours 31 heures de vol. Ce qui démontrait son endurance exceptionnelle. C'était un très grand sportif. Mais le 17 juin 1916, à bord de son Nieuport 16, le numéro 1130, il se bat contre un pilote allemand, probablement le lieutenant Ondorf, et il est blessé de 2 balles à la poitrine et au bras. Il se pose alors sur le terrain de Sainte-Ménéhould et est amené vers l'hôpital le plus proche. De là, on l'amène sur Paris, et une fois à Paris, les médecins constatent sa nervosité excessive due au surmenage de son très grand nombre d'heures de vol, et ce surmenage va être aggravé par la mort de son frère le 15 novembre 1916. Petite anecdote, lorsqu'il s'est déposé à Sainte-Ménéhould, c'est le lieutenant de Rode qui a ramené son Nieuport vers l'escadrille qui était à Froidos. Ce pilote s'est écrasé à l'atterrissage en se blessant. Il sera ensuite à son tour Nas et deviendra commandant d'escadrille de la SPA 102, qui est une des 3 escadrilles de l'escadron de Trois Champagne, à laquelle appartient aussi la SPA 67. Grâce à toutes ces victoires de ces valeureux pilotes, eh bien, l'escadrille est citée une 2e fois en juillet 1916 à l'ordre de l'armée, et avec 2 citations, ce sera la première escadrille de chasse qui aura le droit au port de la fourragère, que vous voyez ici. Vous voyez une partie de ces pilotes avec ici par exemple Georges Flacher qui est aussi un as, et ici le lieutenant de Rode dont je vous parlais et le commandant d'escadrille ici. Si je vous ai mis cette photo, c'est pour vous faire voir les tenues qui sont assez différentes en effet en fonction du corps d'appartenance des pilotes. Chacun revêt la tenue de son unité cavalerie, infanterie ou autre, et garde le képi et la coiffe d'époque, sauf Georges Flacher, lui, qui avait envie de porter son béret. Donc de nos jours, c'est un peu plus uniformisé, et vous pouvez voir... Alors, il y a eu un petit problème. Un petit saut, je suis désolé, il y avait une photo pour vous montrer les tenues actuelles. Le 3 mars 1917, le lieutenant Navarre est de retour de convalescence. Le 9 avril, il part faire une soirée parisienne, un peu arrosée. Il roule avec sa voiture sur le trottoir, poursuivi par 2 policiers. Il accélère, il tourne à un angle pour les éviter. Et là, il renverse 2 autres policiers. Il recule quand même pour qu'ils puissent sortir de sous les cieux de sa voiture et rejoint l'escadrille. Il a été reconnu, puisqu'il est souvent dans les journaux, puisque c'est une star de l'époque. Et le 16 avril, les gendarmes viennent le chercher à l'escadrille et le ramènent vers des médecins militaires qui le déclarent irresponsable de ses actes à raison du grand traumatisme nerveux qu'il a subi. Et du coup, il finit la guerre dans une maison de repos. L'escadrille, elle, rejoint le groupe de chasse 13, qui s'est appelé le groupe de chasse des cigognes. Et l'aigle qui ornait son insigne est changé pour une cigogne, tout en conservant le fanion de tango et tête de nègre. Elle passe aussi sur SPAD 7 et donc est renommée de N67 à SPAD 67. Et vous remarquez que l'avion alors a une vitesse de 192 km/h et une puissance de 180 chevaux. L'année suivante, elle est équipée de SPAD 13, où là on arrive à une vitesse de 234 km/h. Et un armement avec 2 mitrailleuses synchronisées de 7,7 mm. Donc il y a une grande évolution en 4 ans, de voisins bombardiers qui font du 90 km/h, on arrive à des SPAD 13 à la fin de la guerre qui font du 234 km/h. Sur Mirage 2000, qui est l'avion qui équipe actuellement
l'escadrille. Eh bien, ces évolutions ont nécessité une dizaine d'années. Cet avion est arrivé dans les forces en 1993. Au début avec des bombes de 250 kg. Il faudra attendre l'an 2000 pour avoir des munitions guidées laser, comme vous voyez ici, de 1 tonne. Et avoir aussi des avions qui permettent de faire du travail avec des jumelles de vision nocturne. Il y aura une photo tout à l'heure de ce qu'on voit avec ces équipements. Et ensuite, eh bien, ce sera aussi début 2000 l'arrivée de missiles de croisière, comme vous voyez ici sous l'avion. Puis cet équipement qui permet d'envoyer des données depuis l'avion vers des troupes au sol qui ont un petit ordinateur portable. Ensuite, ce sera vers 2010 l'arrivée de nouvelles cartouches infrarouges. Puis des armements, donc au départ, à la conception de l'avion, c'était des armements guidés GPS uniquement. On arrivera en 2010 à des équipements guidés GPS et laser et ou GPS grâce à ces deux ergots. Ensuite, on aura en 2010 aussi l'arrivée de ce système qui s'appelle la liaison 16, qui permet d'avoir une vue 2D du théâtre. Dans cette évolution aussi, eh bien, on aura différents pods laser qui vont évoluer pour arriver à avoir cette vision qui est par exemple là un camion au milieu du désert. Tout ceci pour le déroulement de la mission qui est eh bien, de décoller sur des théâtres hostiles, ravitailler, faire des passages bas et rapides au-dessus de troupes hostiles, faire de la surveillance, ici vous voyez des pick-up, donc des 4x4 dans le désert, les suivre, voire les détruire, faire de ravitaillement crépusculaire et de nuit, surveillance de nuit, ici vous avez une vision avec des jumelles de vision nocturne et se poser de nuit. Tout cela pour des missions qui peuvent aller jusqu'à 8 heures avec 4 ravitaillements en vol. Revenons à nos héros, pardon. Je suis désolé. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice qui n'est pas une capitulation au sens propre. Le cessez-le-feu est effectif à 11 h. En France, les cloches font retentir la fin de la guerre et il y a plus de 8 millions de morts, d'invalides et de mutilés. La SPA 67, elle, compte 46 victoires aériennes homologuées, dont 9 qui ont été faites par l'AS Jean Navarre et 21 probables. 10 pilotes sont tombés au champ d'honneur et grâce à ces 2 citations à l'ordre de l'armée, elle a le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la guerre 14-18. Jean Navarre, lui, devient chef pilote chez Morane-Saulnier. Il est décoré de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et il a la croix de guerre 14-18 avec 12 palmes. Malheureusement, le 10 juillet 1919, il se tue dans un accident à Villacoublay en s'entraînant afin de passer sous l'Arc de Triomphe. Ce sera finalement Charles Godefroy qui fera ceci, afin que l'aviation soit aussi représentée lors du défilé du 14 juillet. En effet, il n'était pas prévu que les aviateurs soient représentés à l'heure. Avez-vous des questions ? Alors s'il n'y a pas de questions, j'en profite pour vous montrer un extrait du journal qui fait honneur à Jean Navarre. Je vous parlais tout à l'heure de ce que ressentaient les poilus quand ils voyaient Jean Navarre. Jean Navarre chasse. C'était sur la route 2, une route qui vient de Verdun. Nous cheminions tranquillement, comme il convient à une batterie lourde, essoufflée un peu par 2 mois de dure besogne. Il manque quelques lettres. Nous allions au repos, il faisait beau, de ce calme, nous venions de la pluie, de la boue et des pires tapages. Aussi y avait-il un peu de joie dans tous les yeux, un refrain sur toutes les lèvres. Tiens, un avion. Dans le ciel net et plat, comme un écran de cinéma, un monoplan cavalcadé de la plus grande fantaisie. C'est lui, c'est Navarre. Nous reconnaissions sa manière. Combien de fois l'avions-nous vu passer sur nous, franchir les lignes en cabriole, comme ces clowns qui entrent en piste sur 1 ou 2 sauts périlleux. Combien de fois avions-nous attendu sa rentrée, l'œil fixé aux clairières du bois, fenêtre ouverte sur ce coin de ciel, par où d'ordinaire il nous revenait. C'est lui, c'est Navarre. Revoilà toute la colonne, le nez en l'air, et le soleil, malgré les mains en abat-jour, crispait les yeux,
plissant les yeux, mettait sur tous les visages la même amusante grimace. Voilà. J'en ai terminé, je vous remercie. Mesdames et messieurs les élus, mon colonel commandant la BA 118, mesdames et messieurs, c'est pour moi bien évidemment un grand plaisir de vous accueillir au terme de cette cérémonie pleine d'émotions, qui était à l'image de ce qu'étaient les jumeaux de Navarre, des gens simples, des gens engagés et des gens déterminés. Alors, je vais centrer mon intervention sur les nombreux remerciements que je me dois de prononcer à l'issue de ce temps que nous avons vécu ensemble. Mon premier remerciement, il sera à vous, Monsieur le Préfet, pour remercier les services de l'État qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure. J'ai vu tout à l'heure M. Landry, directeur de l'ONAC, qui nous a permis ainsi d'avoir la labellisation de cette manifestation dans le cadre du centenaire de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Donc merci à vous, merci à vos services, merci aussi de votre présence qui nous honore et qui marque aussi la forte implication de vos services. Je voudrais aussi remercier le conseil départemental, représenté aujourd'hui par Dominique Dubos, qui nous a permis de baptiser le pont au nom des jumeaux Navarre. C'était un des préalables pour la parfaite réussite de cette cérémonie. Ça a fait alors en nom, Dominique, je te remercie. Tu transmettras les remerciements au président Fortino. Bien entendu, je voudrais particulièrement remercier le colonel Cédric Gaudière, en tant que commandant à la BA 118, pour là aussi la forte présence de ces hommes, pour le parfait ordonnancement de cette manifestation, et avec une fixation toute particulière pour le parfait timing des avions. Je crois que si on avait voulu faire... on avait voulu écrire, on n'aurait pas fait aussi bien. Donc, en tout cas, je vous en félicite. Et en tout cas, j'espère que vous transmettrez en mon nom eh bien, tous nos remerciements, parce que tous ceux qui ont participé à cette cérémonie ont été particulièrement d'abord surpris, parce qu'on sait que ça n'a pas été facile, et vous n'y êtes pas pour rien. Et en tout cas, bravo pour tout ce qui a été fait. Je vais remercier aussi le musée Rozanov et son président, le colonel Le Bourris, pour le prêt de l'expo. Une expo que chacun a pu voir. Il faut dire qu'elle a beaucoup voyagé. Elle nous arrive, puisque moi je disais qu'elle était à Paris il y a quelques années, et puis donc vous pouvez finir qu'à Tartas. D'abord à Marsan, mais aussi à Tartas. C'était un parcours normal. En tout cas, merci pour le musée Rozanov, pour ce prêt. Je sais qu'il n'est pas fréquent que certains de ces documents sortent des murs du colonel, du musée. En tout cas, c'est pour ça que nous sommes particulièrement sensibles. Et je précise à tous celles et ceux qui souhaiteraient visiter le musée qu'il y a une possibilité de le visiter, si je vais comprendre. Tout à fait. Voilà. Le mercredi et le jeudi. Mercredi et le jeudi, voilà. Merci. En tout cas, je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui ont prêté des documents, notamment M. Melnichenko, pour le prêt de la grande tenue d'aviateur. La tenue d'aviateur telle que vous la voyez, c'est une véritable tenue, elle est d'époque. Les décorations aussi sont d'époque. Elle est dans un état de conservation parfaite. Et c'est là un véritable trésor, un véritable élément de patrimoine. Et il est fort que les personnes aient à cœur de défendre ce patrimoine. Il y a aussi d'autres personnes très nombreuses qui nous ont donné des documents qui sont d'époque, qui sont d'importance, particulièrement à la famille, tout un tas de souvenirs. Et donc à toutes ces personnes-là, mes remerciements. Je voudrais remercier également, surtout la présence de l'escadre 2-3 Champagne, tradition Navarre. Ils ont traversé la France pour venir
en ce jour, notamment l'escadrille SPA 67. Et je voudrais saluer la présence de la commandante Voisin et aussi de l'officier de tradition, le capitaine Hugo, qui vient à l'instant de vous délivrer une brillante conférence sur les mérites des jumeaux Navarre. En tout cas, je leur félicite parce que je savais que ça serait fait avec compétence, professionnalisme, exhaustivité. Nous n'avons pas été déçus. Félicitations en député. Il faut l'applaudir. Je voudrais aussi remercier effectivement les enfants des écoles, et notamment la classe du groupe scolaire Jules Ferry qui est autour de Sophie Coudroy. Je ne sais pas si Sophie, si tu es là. En tout cas, mes félicitations pour le travail qui a été accompli par tes élèves. Je sais que cet après-midi, ils auront l'occasion de décliner, d'expliquer ce qui a été fait. Et en tout cas, c'est un très beau travail auquel je tiens à rendre hommage. De même, je tiens à rendre hommage aussi à la présence des enseignants, des principaux des deux collèges de Tartas, le collège public Jean Rostand et le collège privé Saint-Joseph. Oui. Quelques remerciements aussi pour la bonne tenue, le parfait ordonnancement de cette cérémonie. D'abord, les anciens combattants, nombreux d'associations qui étaient représentées. Tous les porte-drapeaux. Je crois que c'était aussi émouvant de voir, je crois que nous avions 34 drapeaux pour ce jour, ce qui est une belle, qui fait chaud au cœur et qui confère toujours une grande solennité et beaucoup de force à cette cérémonie. Et enfin, on remercie aussi la musique de Tartas pour sa présence. Un remerciement tout particulier maintenant au Souvenir français, qui tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de dévoiler cette stèle. Cette stèle, elle a été offerte par le Souvenir français à la mairie de Tartas. Je tenais à souligner ici la présence du général Sabatier d'Agence, ainsi que le président de la section locale, le capitaine Serge Crozier, que l'on voit très souvent à nos manifestations. Je voudrais là aussi à mon tour saluer le Souvenir français pour son action quotidienne, pour entretenir la mémoire. C'est vrai que le travail de mémoire, il est plus que jamais important. On disait qu'un peuple, quiconque oublie son passé, se condamne à le revivre. D'où l'importance de votre travail. En tout cas, sachez que je suis particulièrement touché de votre geste et que la commune de Tartas sait apprécier à sa juste hauteur ce qui a été ainsi fait par vous. Alors, à ce titre, je vais demander à 4 personnes de s'approcher. Capitaine Voisin. La commandante Voisin. Le commandant Voisin. Je pense au capitaine du roi encore. C'est moi, mon commandant. Le général. Mon colonel. Et aussi le colonel. Je sens passer un peu d'effroi sur les visages. Je vous rassure, il ne s'agit en aucun cas de mauvaise nouvelle. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour vous remercier de votre implication dans la bonne réussite de cette manifestation, j'ai le plaisir de vous remettre à vous, mais surtout pour ce que vous représentez, la médaille de la ville de Tartas. Et donc j'ai le plaisir de vous la remettre en cet instant.
rapidement. Donc, l'escadron de chasse de Troyes-Champagne, au travers bien sûr de la SPA 67, l'escadrille que je représente, je suis le commandant d'escadrille de la SPA 67, eh bien, nous souhaitions remercier la baie de Tartas pour son accueil, la BA 118 également pour son accueil. Et donc vous remettre, monsieur le maire, une petite lithographie, vous l'avez rappelé, l'armée française est engagée sur les théâtres d'opérations extérieures, et notamment le de Troyes-Champagne à l'époque, pour l'opération Armatan en Haïti. Voilà. Merci. Vous avez Merci beaucoup. Vous savez que la mairie est actuellement en travaux. Je pense que dès que les travaux seront achevés, nous trouverons un lieu pour exposer cette lithographie. En tout cas, merci de ces généreux gestes délicats. Mes remerciements ne sont pas achevés. Ils vont bien entendu aux organisateurs de cette grande et belle journée. Le comité d'organisation qui depuis 18 mois a travaillé sans désemparer pour la bonne réussite de cette manifestation. Et bien évidemment, je ne peux que féliciter la présidente, Dominique de Gosse, qui a su s'entourer de toutes les compétences nécessaires. Alors, parmi ceux-ci, Laurent Navarre, qui a été en quelque sorte celui qui est venu il y a quelques mois, il y a 18 mois, dire que dans sa famille, il y avait des héros qui peut-être avaient été injustement oubliés. C'était peut-être une pudeur familiale, c'est quelque chose de peut-être qui appartient à votre famille, où l'on sait que le devoir c'est de servir sans attendre nécessairement de récompense en contrepartie. Mais merci en tout cas Laurent d'avoir été cet éveilleur de conscience. On appelle ça lanceur d'alerte en quelque sorte. Mais en tout cas, on vous en remercie. Je pourrais associer aussi Christian Lacroutz, puisque nous avons un historien local, Christian Lacroutz, qui connaît bien tout Tartas, et en tout cas son aide est particulièrement précieuse. Le colonel Brett et Michel aussi, qui ont été très souvent associés, qui ont amené, qui ont bien évidemment apporté leur concours. Cap de Ville, tous ceux qui ont participé. Et aussi, il y a quelqu'un qui s'est dépensé, qui a fait 100 euros aujourd'hui pour la bonne réussite de cette manifestation. C'est Pascal Lafourcade, notre correspondant de défense. Oui, il faut l'applaudir parce que tout le monde le sait, ce qu'a été son intervention. C'est vrai qu'il connaît bien la BA 118, il a été un ambassadeur efficace. Et en tout cas, merci à toi, Pascal. Je crois que tu peux être extrêmement fier de ce travail et je crois que tous ceux qui sont ici t'en seront reconnaissants. Enfin, mes derniers remerciements, ils seront plus généreux. Ils s'adressent à la famille Navarre. Aujourd'hui, certes, nous honorons deux membres illustres de cette grande famille qui, depuis plusieurs siècles, habitent à Tartas. Et même lorsqu'on n'habite pas à Tartas, on se rappelle qu'on y a ses racines et on choisit de s'y faire limer. C'est aussi le sens de la cérémonie très émouvante que nous avons eue ce matin. Cette famille, elle a participé depuis de nombreuses années à la vie communautaire. Nous avons eu des maires de Tartas, il y a eu le conseiller général du département issu de cette famille. Il y a eu aussi cette magnifique aventure industrielle qui a débuté à l'initiative des Navarres, d'une autre génération de Navarres. Pour tout cela, eh bien, je voulais ici vous exprimer la gratitude de la commune de Tartas pour cette belle tradition familiale qui s'est poursuivie. Et j'ai un mot tout particulier pour vous, Guy, qui êtes présent parmi nous. Vous avez traversé le siècle. On honorait vos cousins que vous n'avez pas connus, puisque vous êtes nés après leur décès, mais vous avez gardé, outre une certaine ressemblance dans les traits, vous avez gardé aussi un même esprit. Le même esprit, c'est celui de servir et de vous engager. La vie n'a pas été toujours très simple pour vous,
mais chaque fois vous avez traversé ce temps avec cette même ardeur, sans jamais vous plaindre, avec toujours le même objectif, servir, servir et servir. C'était un pari, il y a quelque temps, que de cette réunie, la tenue de cette manifestation. Pour tout un tas de raisons, je suis très heureux que vous ayez pu être des nôtres. Alors maintenant, dans notre objectif, il faut encore tenir 3 ans pour que l'on puisse fêter vos 100 ans. C'est en tout cas un objectif auquel je vous incite de vous astreindre. Je sais que intellectuellement vous êtes prêts. J'ai quelques souvenirs de vous avoir, il y a peu de temps encore, déclamé des vers, des poèmes entiers. Vraiment quelque chose qui est admirable. Je l'ai dit souvent dans l'occasion pour d'autres personnes, mais quand on peut évoluer, on n'a plus peur de vieillir. Merci pour cela. Aujourd'hui, c'est le 9 novembre. Alors le 9 novembre est une date qui comptera à Tartas. C'est vrai qu'il y a certains anniversaires, il y a 29 ans, le mur de Berlin tombé pour ce jour. Mais c'est aussi notre anniversaire. C'est l'anniversaire de Madame Navarre. Et donc, il est évident que nous ne pouvions passer ce fait sous silence. Alors, je le sais d'autant plus que je connais votre âge, je ne dirai pas, c'est celui de ma mère. Donc c'est pour cela que j'ai aussi j'éprouve une certaine affection à votre égard. Alors, au nom de la mairie, au nom de la commune, je voudrais vous remettre un petit bouquet pour vous souhaiter un excellent anniversaire. Voilà, j'allais terminer. J'avais dit que mon intervention serait centrée sur les remerciements. Je crois que ces remerciements étaient légitimes. Je suis très heureux de cette grande et belle journée qui fera date à Tartas. Je vous remercie à vous aussi de votre présence, d'avoir voulu l'honorer. Et pour terminer, je voudrais parler du devoir de mémoire qui doit être préservé. Je pense à une phrase de René Char qui dit toujours qui parle toujours de la lenteur opiniâtre du lierre à l'assaut de l'éternité. Merci. Madame la sous-préfète, Madame la sénatrice, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les autorités militaires, Mesdames et Messieurs, nous vivons aujourd'hui un moment bien particulier et il était impensable pour moi de ne pas être parmi vous. Un moment particulier, c'est car cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des commémorations officielles du centenaire de la Première Guerre mondiale et plus précisément de la fin de cette tragédie humaine. Nous l'avons vu ces derniers jours. Notre mémoire nationale reste une mémoire à vif qu'il faut commémorer avec justesse, rigueur et vérité. Un moment particulier car nous célébrons tous ensemble 2 enfants inhumés à Tartas. Certes, ils ne sont pas nés ici, mais c'est tout comme, car les Navarres, dont je salue la famille présente aujourd'hui, honorent notre histoire locale qu'ils ont marquée de leur empreinte indélébile. Et de quelle manière indiscutable. Oui, les jumeaux Jean et Pierre Navarre sont des héros, sont nos héros, sont les héros de ce pays. Ils ont combattu durant cette guerre interminable qui les a fauchés
comme tant d'autres jeunes hommes. Et je tiens à souligner que le baptême de ce pont enjambant Louis XII, appelé désormais pont des jumeaux Navarre, a été largement approuvé par le conseil départemental que je représente ici. Ces deux jeunes gens intrépides, qui jouaient volontiers les acrobates sur les parapets avant de jouer les fils de l'air virtuoses aux commandes de leurs avions, entrent ainsi de plein pied dans notre mémoire locale, mais aussi dans la mémoire collective des Landes, dans ce long cortège de ces jeunes Landais sacrifiés dans les tranchées, sous le feu de la mitraille et les pluies d'obus. Jean et Pierre entrent ainsi dans cette permanence propre aux héros de l'histoire. Et quelle belle leçon, quelle belle image que ce pont qui permet de passer d'une rive à l'autre, de la ville haute à la ville basse, du passé au présent, de franchir le temps qui passe. J'en veux pour preuve la présence à nos côtés des élèves des collèges et des écoles, dont le chant commun de la Marseillaise tout à l'heure nous a sûrement tous émus et donné la chair de poule. Des élèves impliqués, en particulier les élèves de l'école Jules Ferry, à qui l'on doit l'exposition Les Jumeaux Navarre, que vous avez pu découvrir dans la salle. Je veux aussi saluer à cette occasion, même si ça a déjà été dit, la clairvoyance de Christian Lacroute, notre historien local, et du colonel Brett, président de l'amicale du 34e régiment d'infanterie, à l'origine de ce projet, vite rejoint par une équipe sans qui rien n'aurait été possible dans son aboutissement aujourd'hui. Je les en remercie sincèrement une nouvelle fois. Je tiens à remercier également les archives départementales pour le travail effectué à l'occasion de ce centenaire. D'abord sur l'indexation collaborative des fiches matricules des soldats landais, permettant de les retrouver rapidement grâce au seul nom de famille, une indexation très avancée dans notre département. Ensuite, pour la conception d'une mallette pédagogique, avec l'amicale à nouveau du 34e régiment d'infanterie sur les régiments landais de 14-18, à destination des collégiens et des lycéens. Et enfin, pour le prêt de cette exposition, au-dessus des pins et des vagues, les débuts de l'aviation dans les Landes jusqu'en 1940. Une manière forte d'illustrer que Jean et Pierre Navarre furent aussi des précurseurs de cette pratique alors naissante et si périlleuse. Mais quand on a défié le danger des parapets de ce pont, on comprend bien que les défis de l'altitude et des figures aériennes n'impressionnent guère. Une manière de réaffirmer aussi que ces deux frères font partie intégrante aujourd'hui et pour toujours de notre mémoire, de notre patrimoine commun. Avant de conclure, je voudrais m'adresser plus particulièrement aux plus jeunes d'entre nous ici. Vous avez pu découvrir, depuis plusieurs semaines ou mois maintenant, grâce aux initiatives portées par la mission du centenaire, la réalité de cette Première Guerre mondiale qui a failli emporter l'Europe entière, des côtes françaises jusqu'aux portes de la Turquie et de la Russie. Un moment de tragédie, de massacre, de sang et de larmes, jusqu'alors inédit dans son ampleur, dans son échelle industrielle. Mesdames et messieurs, De l'histoire, l'Europe a failli mourir, a failli disparaître, comme les millions de morts rayés de la carte de la vie. Cette guerre n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat monstrueux de la montée des nationalismes, de la volonté de tous ceux qui voulaient la mort de la démocratie et des libertés qui la fondent. Le nationalisme, c'est la guerre, avertissait François Mitterrand. L'ancien président savait de quoi il parlait, de cette haine de l'autre, du rejet de la différence, du repli mortifère sur soi. C'est pour cette raison qu'ils avaient tenu à cette image désormais célèbre, forte. Lui et le chancelier allemand Helmut Kohl, main dans la main devant l'ossuaire de Douaumont, près des champs de bataille de Verdun, le 22 septembre 1984. Voilà pourquoi je m'adresse à vous, jeunes citoyens. L'Europe est aujourd'hui menacée, mise en danger, par le même cancer qui faillit l'anéantir par 2 fois le siècle dernier. Vous devez, nous devons, mener ce combat essentiel aujourd'hui pour une Europe forte, une Europe sociale, une terre de solidarité et de droit, un espace de liberté reconnu et protégé, ouvert au monde. C'est là le propre de la démocratie. Elle se doit d'être toujours défendue, revendiquée par tous ceux qui la composent, qui la font vivre, qui y sont viscéralement attachés.
Elle appelle une vigilance sans relâche. C'est là le prix de notre si chère liberté d'agir, de penser, de nous déplacer. Au lendemain de l'effondrement de 14-18, Stefan Zweig, un écrivain autrichien, écrivait la phrase suivante, hélas prémonitoire. La guerre est finie, elle n'est pas finie, mais nous ne le savions pas encore. C'est à vous, jeunes citoyens, de Tartas d'ailleurs, qu'il appartient désormais qu'elle finisse, une fois pour toutes. Je vous remercie. Bien, il m'appartient, comme il est de tradition, de terminer ces interventions, à vous redire à toutes et tous, en vos grades et qualités, le plaisir et l'honneur que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. M'associer aux remerciements qui ont été faits à tous ceux qui ont permis que cette journée ait lieu, à la fois dans son organisation, sa préparation matérielle, sa labellisation comme une manifestation du centenaire de la Grande Guerre, et puis surtout l'implication de toutes et de tous, que ce soit des représentants de l'armée, de l'aviation, mais également l'implication des enseignants et de ces classes. Je trouve cette exposition des travaux de ces jeunes maintenant on dit du cycle jeu particulièrement intéressante, et on voit que quel que soit l'âge, quelle que soit la connaissance que l'on peut avoir de notre histoire, il y a toujours des choses à raconter, à décrire et à faire passer. Pour moi, nous avons aujourd'hui, de manière un petit peu emblématique, marqué une séquence de ce souvenir qu'appelle le centenaire de cette Première Guerre mondiale. Comme vous le savez, depuis le début de cette semaine, le président de la République se rend dans l'Est et le Nord de la France sur ces terres de combats effroyables pour rappeler, s'il en était besoin, ce que ces combats ont été d'atroces et d'intenses au cours de ces longues années entre nos nations. À notre modeste échelle, dans le département des Landes, nous commençons ce travail de commémoration, et je suis à la fois ravi mais très sensible à la très forte mobilisation qu'il y a eu dans ce département, qui n'est pas des terrains de conflit comme les territoires de l'Est que je citais, et dans lequel j'ai pu exercer dans ce département des Ardennes, ô combien meurtri par tous ces conflits qui nous ont opposés au travers des siècles avec nos voisins et aujourd'hui amis allemands. Mais je constate que de très nombreuses manifestations auront lieu dans ce département, et avec mes collègues de l'équipe préfectorale, que ce soit la sous-préfète qui est ici aujourd'hui à nos côtés, mais avec le secrétaire général et le directeur de cabinet, nous aurons l'occasion de nous rendre dans différentes communes du territoire, que ce soit Saint-Sevé, Biodos, Biscarrosse, Gaillère et j'en passe, d'aller présenter la présence de l'État à vos côtés pour commémorer.
Pourquoi commémorer cette grande guerre? Eh bien, vous l'avez dit, Madame la vice-présidente du conseil départemental, nous connaissons aujourd'hui les dangers de l'affaiblissement de la référence au passé, ce terreau fertile pour l'éclosion des incompréhensions, pour ce prétexte aux manipulations les plus périlleuses. La mémoire doit être vivante. Elle est parfois sujette à de longues latences, mais soudain à de fortes revitalisations, comme en cette journée autour de la célébration de ces jumeaux navarres. Car notre société a malheureusement tendance à oublier son passé et elle se complaît dans ce présent perpétuel. Il vous faut donc combattre sans cesse ce recul de la connaissance du passé parmi nos concitoyens. Il faut lutter contre cet effacement que constitue pour nous tous ce devoir moral d'expliquer, de rappeler non seulement ce qu'ont fait les héros, mais ce qu'ont fait nos concitoyens et nos concitoyennes durant ces périodes de guerre, durant ces périodes de soumission à l'occupation nazie. C'est par cette compréhension de ce passé commun que nous pouvons replacer nos doutes, nos interrogations dans une perspective plus longue. Parce que la fréquentation de l'histoire permet de comprendre le présent. Elle est donc cette nécessité pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce devoir de mémoire se définit comme ce paiement d'une dette vis-à-vis de nos anciens. Je voudrais rappeler ici la phrase de Clémenceau, alors président du Conseil en 1917. Il disait « Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. » Eh bien, ces droits, ils exercent toujours auprès de nous, mais également de ces jeunes générations et de nos anciens, de l'ensemble de nos concitoyens, car il nous est interdit, je dis bien, il nous est interdit d'oublier. Il faut faire cet usage avisé du passé afin d'éviter la guerre des mémoires susceptible d'affaiblir la cohésion de notre société. Et je suis profondément déçu des polémiques qui naissent aujourd'hui, notamment dans l'expression du président de la République et dans ses commémorations, notamment vis-à-vis du maréchal Pétain. Nous sommes dans un emballement immédiat de la reprise de la moindre phrase sans son contexte et sans sa profondeur historique. Il n'est pas question de faire la géographie du maréchal Pétain, il est simplement de comprendre ce qu'a pu avoir ce général dans ce conflit, ou dans cette période de doute qu'ont été les années 17, 16, où le moral des troupes était au plus bas, où l'interrogation après ce départ triomphant, où nous allions vaincre sans difficulté, le colonel Brett, opine du chef, où nous partions en 14. Bien, c'est parti comme en 14. La victoire nous tend les bras. Donc, dans ces années 16 ou 17 où la guerre s'enlise, où le front se stabilise, où les conditions météo sont effroyables, où on sacrifie des centaines de milliers d'hommes pour rien, pour des progressions ridicules perdues du jour au lendemain, eh bien des hommes ont, par leur clairvoyance, par leur exigence, par leur vision, permis que ceci bascule. Bien sûr, l'entrée en guerre des États-Unis, le renfort des Canadiens, des Néo-Zélandais ont été déterminants, mais le maréchal Pétain aura eu sa pierre à l'édifice. Et donc, cessons d'essayer de réécrire l'histoire à charge, une histoire instrumentalisée. Ayons cette vision, cette profondeur historique et concentrons-nous sur les choses essentielles qui est, je le répète, cette
capacité à nous souvenir et entretenir ce qu'a été la vie de ces hommes et ces femmes, de cette capacité à faire le don de soi. Certes, les frères Navarre sont allés peut-être dans l'aviation parce qu'ils aimaient se promener sur ce parapet, mais leur réalisation va bien au-delà de tout cela. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut retenir au jour d'aujourd'hui, c'est le dépassement de nos égoïsmes, le dépassement de nos préoccupations individuelles, du souhait de la chicaille pour des choses futiles, un bout de phrase, une sortie de leur contexte, pour tenter la division. C'est la satisfaction de la petite phrase de l'interpellation et qui n'est pas à la hauteur et à la grandeur de notre histoire. Je crois que ce qui est important pour nous, dans cette semaine mémorielle, dans cette commémoration forte que nous aurons après-demain dans tous les villages de France, devant tous ces centaines, ces millions, ces milliers, de monuments aux morts, de penser à ce qu'est notre nation, de ce qui fait que la République est la République, de ce qui fait que nous devons être très attentifs, vous le disiez, à l'éclosion de ces régressions nationalistes, à ces repliements individuels, sur ces préoccupations, certes quotidiennes, qui sont importantes, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de ce que fait une société, de ce qu'est une république, de ce qu'est une démocratie. Et nous l'avons dit, et nous répétons, mais n'ayons pas peur de cette répétition ou la craindre de lasser je ne sais quel auditoire, de redire une fois de plus cette nécessité de cet engagement, de cette mobilisation pour la défense de nos valeurs, de notre démocratie, de nos libertés individuelles, nos libertés collectives, qui fondent cette République et qui font que l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui. N'oublions jamais que si l'Europe existe, même si elle nous dérange par parfois ce que l'on renvoie de cette image tatillonne ou de ces différences qui nous opposent dans la construction de cette Europe, si elle existe aujourd'hui, parce qu'elle est le fruit, hélas, de ces conflits terribles qui nous ont opposés pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, que ce soit avec l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, l'Italie, bref, toutes ces bonnes raisons qu'ont pu avoir à un certain moment tel ou tel homme politique pour dresser une population, une nation contre les autres, soyons toujours mobilisés sur ce qui est le fruit de nos divisions, ce qui a permis de construire ce qu'est aujourd'hui notre démocratie et de ce qu'est aujourd'hui notre Europe. Et donc, soyons fiers de ce passé, souvenons-nous toujours inlassablement, faisons passer ces messages à nos jeunes générations de fierté, de fraternité, pour que vive notre démocratie. Alain disait, le courage nourrit les guerres, et c'est la peur qui les fait naître. Et je veux redire ainsi que nous devons en permanence être les remparts contre ces aigreurs nationalistes, contre ces repliements sur soi. Soyons fiers de ce qu'a été ces glorieux aînés, soyons fiers de ce qu'est la France aujourd'hui et soyons ces modestes mais convaincus représentants de ces valeurs, de cette République, et que vive la France, et vive l'Europe. Bien, la partie protocolaire de la cérémonie étant achevée, je vous propose que nous dirigions vers la salle voisine, contiguë, nous allons aborder un autre chapitre un petit peu plus convivial. Donc rendez-vous dans la salle à côté.